Il fut un temps, au cours de l'existence de notre planète, où les continents étaient le théâtre de séismes quasi permanents. Mais ce n'est pas le genre de séisme auquel on pourrait penser. Des animaux de la taille d'un immeuble et au poids supérieur à celui de 50 voitures, qui plus est se déplaçant en troupeau, voilà la réelle raison de ces tremblements qui, avant même que vous ne puissiez les apercevoir, vous informaient de l'arrivée de ces géants. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux sauropodes. Ces géants dont le règne s'étend du Trias supérieur jusqu'à la fin du Crétacé, aujourd'hui bien connus du grand public au travers de films, documentaires et jeux vidéo, qui continuent de fasciner notre imaginaire. S'il nous est déjà difficile de nous représenter concrètement la taille de nos plus grands animaux actuels, comme la girafe et l'éléphant d'Afrique, ou encore la grande baleine bleue, sans avoir eu la chance de les contempler pleinement dans leur milieu naturel ou réserve zoologique, celle des plus grandes espèces de sauropodes donnerait le vertige à quiconque voudrait s'y frotter. Le nom sauropode nous vient du grec ancien sauros pour lézard et pouce pour pied, littéralement lézard-pied, un nom parfaitement adapté pour des créatures dont les traces de pas pouvaient atteindre jusqu'à 1,20 m de diamètre. Ils font partie du groupe des saurichiens, plus précisément des sauropodomorphes. Ces animaux étaient des dinosaures quadrupèdes ayant pour régime alimentaire toutes sortes de plantes et de feuillages de leur époque, habituellement caractérisés par un long cou pouvant atteindre les 15 mètres de long et une queue démesurément longue en guise de contrepoids ou de fouet pour se défendre. Ce qui unit le plus ces géants n'est rien d'autre que leur taille impressionnante qui ne cesse d'interroger. Nos connaissances des sauropodes commencent au 19e siècle, lorsque des fossiles massifs sont exhumés dans les années 1830 sans que leur nature ne soit immédiatement comprise. Les chercheurs de l'époque attribuaient leurs fossiles à des baleines. Ce n'est que plus tard, en 1841, à l'occasion de nouvelles découvertes dans le Sussex et l'île de Wight en Angleterre, que le genre Cetiosaurus fut créé par Richard Owen, qui en 1842 décrira Cetiosaurus medius ou lézard-baleine comme espèce type. Le premier dinosaure que l'on classifie de sauropode ayant existé est Isanosaurus, un sauropode dont les premiers ossements ont été découverts en septembre 2000 dans le nord de la Thaïlande par une équipe de chercheurs du CNRS. Il reste à ce jour le plus ancien sauropode connu avec une ancienneté de 209 millions d'années, suivi par Barapasaurus, vivant au Jurassique entre 183 et 174 millions d'années. Découvert en Inde en 1960, décrit ensuite comme la seule espèce du genre connu, Barapasaurus thagorii en 1975. Depuis, 5 autres squelettes de cette espèce ont été découverts, mais aucun ne comprend de crâne ni de pied correctement conservés, ce qui n'a pas étoffé davantage nos connaissances de ce sauropode. Vient ensuite Vulcanodon, découvert au Zimbabwe dans le sud de l'Afrique en 1972, lui aussi décrit comme la seule espèce du genre Vulcanodon caribaensis ou dent de Vulcain, rendant hommage à sa découverte entre deux coulées de lave. Ces créatures ont laissé derrière elles des vestiges aussi gigantesques que variés. Par exemple, en 1982 sur l'île de Skye, en Écosse, on a retrouvé des empreintes de sauropodes allant jusqu'à 60 cm de large qui auraient pu appartenir à un cétiosaure, aux côtés de traces de théropodes qui auraient pu quant à elles appartenir à des mégalosaurus. Plus récent, en 2022, dans la mondialement connue formation Morrison, dans le Wyoming, le squelette d'un Camarasaurus juvénile, sobrement nommé Maurice, a été découvert presque complet, une découverte assez rare pour être mise en lumière. En 1877, c'est Diplodocus carnegie, du genre Diplodocus, qui a été découvert, et qui par la suite est devenu une véritable star des musées à travers le monde. Son squelette complet, long de plus de 24 mètres, a été moulé et reproduit dans de nombreuses institutions, attisant sa notoriété. Dans l'Utah, en Amérique, on a même retrouvé un crâne entier de sauropode en 2000 appartenant à un abydosaure, une rareté dans le monde paléontologique qui a permis d'identifier formellement ce genre de sauropode en 2010 après l'étude approfondie du crâne. National Geographic parle même de 4 crânes exhumés, 2 étant intacts. Une vision rare et saisissante de ces têtes colossales figées dans la roche depuis des millions d'années. Bon, assez parlé de pierre, revenons à la chair. Comme vu précédemment, le règne débute au Trias supérieur, là où les ancêtres des vrais sauropodes sont apparus. On parle aussi de sauropodomorphes primitifs, comprenant Isanosaures et Athetonitrus, qui malgré cette classification, pouvaient tout de même mesurer jusqu'à 10 mètres et peser plusieurs tonnes. C'est ensuite au Jurassique que l'on observe la plus grande diversification des espèces de sauropodes, avec des centaines d'espèces décrites et des familles de sauropodes aujourd'hui très connues du grand public, telles que Diplodocidés, comprenant le célèbre Diplodocus, ou encore Camarasaurus avec notre très cher Maurice. Cependant, la famille la plus populaire du Jurassique n'est autre que les Brachiosauridés, incluant Sauroposéidon, un titan de 34 mètres de long et 60 tonnes sur la balance. Et évidemment, le majestueux Brachiosaure. Popularisé par la franchise Jurassic Park, mais aussi par les films animés Le Petit Dinosaure, il reste aujourd'hui une source d'émotion et d'émerveillement auprès du grand public.
Le règne des brachiosauridés s'étend principalement jusqu'au Crétacé inférieur, mais ils ont dû évoluer en coexistant avec de nouvelles espèces de cette ère, telles que Titanosaures, comprenant les plus imposants sauropodes ayant vécu sur Terre, avec Argentinosaures et Paralititans, qui selon quelques études auraient pu peser jusqu'à 90 tonnes, même si ces estimations restent encore sujettes à interprétation. Mais s'il y a bien une question qui interpelle les paléontologues depuis toujours, c'est pourquoi était-il si grand et comment est-ce arrivé ? Tout d'abord, ce gigantisme semble principalement être une stratégie évolutive, résultat de plusieurs facteurs qui auraient permis aux premiers sauropodes d'atteindre des tailles immenses au cours de leur évolution. Déjà, ils grandissaient très vite et sans interruption, atteignant leur taille adulte en seulement 15 à 20 ans pour ceux de taille moyenne et 20 à 30 ans pour les plus grandes espèces. Couplé à une longévité estimée jusqu'à 100 ans pour Patagotitan, cela réduisait la mortalité des jeunes et permettait à beaucoup d'atteindre des tailles colossales. À noter tout de même que le faible nombre de spécimens et la rareté des os bien préservés pour ces grands animaux ont compliqué les estimations de longévité, donnant des résultats imprécis. Ensuite, ces géants avaient une toute petite tête et ne mâchaient pas leur nourriture. En avalant directement les végétaux en grande quantité, ils pouvaient se permettre des coups ultra longs, allant jusqu'à 15 mètres, pour attraper la végétation inaccessible aux autres animaux. En plus de ça, leur squelette était particulièrement léger, car rempli de sacs d'air comme ceux des oiseaux actuels, ce qui réduisait donc leur poids jusqu'à 40% tout en leur permettant une respiration ultra efficace et un meilleur contrôle de leur température corporelle. Leur digestion était aussi très performante. Même si les plantes qu'ils mangeaient étaient pauvres en nutriments, leurs énormes systèmes digestifs fermentaient lentement ces végétaux, tirant le maximum d'énergie de chaque bouchée. Enfin, leur taille gigantesque offrait plusieurs avantages supplémentaires. Ils étaient mieux protégés contre les prédateurs, dépensaient relativement moins d'énergie par kilo et pouvaient vivre très longtemps. De plus, vivre dans des environnements semi-arides ou saisonniers les poussait naturellement à devenir très grands, car seule une taille gigantesque permettait de stocker efficacement assez de nourriture pour survivre aux périodes difficiles. Bref, les sauropodes étaient un concentré de stratégies évolutives qui, toutes ensemble, ont fait d'eux des animaux terrestres les plus grands de tous les temps. Quant à leur mode de vie, ils restent aussi sujets à interprétation. Mais il y a plusieurs indices solides pour le confirmer. Déjà, on a retrouvé beaucoup de traces de pas fossilisés montrant clairement des groupes entiers se déplaçant dans la même direction, comme s'ils suivaient un chemin précis tel qu'on a pu le voir sur l'île de Skye. On a aussi découvert plusieurs amas d'ossements avec des dinosaures de tout âge enterrés ensemble, notamment en Argentine, ce qui prouve qu'ils vivaient probablement en communauté structurée. Selon les espèces, ces troupeaux pouvaient inclure aussi bien des adultes que des jeunes, ou alors être séparés par âge avec les adultes d'un côté et des groupes de jeunes ailleurs. Par exemple, le Musaurus, un ancêtre précoce des sauropodes, avait même des sortes de nurseries, où les jeunes restaient ensemble pendant que les adultes évoluaient à proximité. Vivre en troupeau aurait eu bon nombre d'avantages pour eux. Tout comme chez les animaux actuels, se protéger des prédateurs était essentiel pour leur survie, et un groupe d'immenses sauropodes aurait découragé pas mal de chasseurs. Les ressources alimentaires étaient-elles aussi mieux exploitées, car adaptées à chaque taille, et la communication pour trouver de l'eau ou de la nourriture dans les périodes difficiles aurait également été facilitée par ce mode de vie. On peut donc conclure que les sauropodes étaient sûrement loin d'être solitaires, et cette vie en groupe leur aurait permis de prospérer pendant des millions d'années. Concernant leur méthode de reproduction et de nidification, ils creusaient des fosses peu profondes ou des tranchées, y déposaient des dizaines de petits mais nombreux, puis les recouvraient d'une fine couche de terre ou de végétaux et ensuite étaient laissés à leur sort, car leur coquille perméable permettait une bonne régulation thermique sans besoin de soins parentaux constants. Ils choisissaient collectivement des zones favorables, comme des plaines humides ou encore des sites géothermaux, où la chaleur naturelle suffisait à faire éclore les œufs, comme on a pu le constater à Sanagasta en Argentine, où des centaines d'œufs fossilisés ont été retrouvés à quelques mètres des sources géothermales, ce qui montre clairement un choix intentionnel de sites chauds et humides, un peu à l'image de certaines pratiques encore observées comme chez le mégapode polynésien, un petit oiseau endémique de l'archipel des Tonga, qui niche ses œufs dans le sable chaud des sols volcaniques. Mais leurs prédateurs dans tout ça. Bien qu'impressionnants, ils étaient peu nombreux à pouvoir s'en prendre à des adultes en pleine forme, et ce tout au long de leur existence. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Au début, durant le Trias, les ancêtres des sauropodes étaient principalement menacés par de gros reptiles carnivores, comme Sarosuchus, un prédateur ressemblant à un crocodile géant dominant de son époque. À mesure que les sauropodes grandissent au Jurassique, leur taille énorme les rend presque invulnérables adultes. Mais les jeunes restent la cible favorite des prédateurs tels que Allosaurus, Ceratosaurus, Torvosaurus ou encore Saurophaganax, qui profitaient souvent des carcasses des adultes plutôt que de les attaquer directement. On a retrouvé beaucoup de marques de morsures sur des fossiles, mais celles-ci semblent toutes liées au charognage. En arrivant au Crétacé, la situation change un peu. L'apparition de théropodes géants comme Carcharodontosaure en Afrique du Nord, Giganotosaure ou son cousin Mapusaurus en Amérique du Sud, et même Tyrannotitan rendent la menace plus concrète. Ces théropodes étaient largement capables de s'attaquer à des sauropodes adultes de taille moyenne. Surtout qu'ils chassaient probablement en groupe, ce qui leur permettait d'isoler les individus faibles ou jeunes. À Madagascar, le prédateur Majungasaurus attaquait régulièrement des sauropodes comme Raptosaurus et pratiquait même le cannibalisme. En Inde, un serpent fossile appelé Sanagé a été découvert enroulé autour d'un œuf de sauropode prêt à éclore, prouvant que même à la naissance, les sauropodes n'étaient jamais totalement en sécurité.
Enfin, n'oublions pas les prédateurs opportunistes plus petits qui ciblaient les œufs ou les très jeunes individus, petits dinosaures carnivores, crocodiles préhistoriques et même certains mammifères primitifs qui pouvaient se faufiler discrètement dans les sites de nidification. De leur apparition jusqu'à leur extinction, les sauropodes ont su évoluer au gré des changements de leur environnement, en côtoyant tout un éventail de prédateurs, depuis les gros reptiles archaïques du Trias jusqu'aux énormes théropodes du Crétacé, en passant par les chasseurs opportunistes qui visaient les jeunes, c'est une vie sans répit qui attendait chaque nouveau-né. Aujourd'hui, en admirant ces géants disparus, on ne peut s'empêcher de ressentir une certaine humilité face à la puissance et la fragilité de la vie sur Terre. Si les sauropodes, ces titans qui ont régné pendant des dizaines de millions d'années, ont finalement disparu, ils nous rappellent aussi que chaque espèce, aussi dominante soit-elle, dépend intimement de son environnement et doit constamment évoluer pour y survivre. À travers leur histoire, ces géants nous invitent à réfléchir sur notre propre place dans ce monde et surtout sur notre responsabilité. Préserver la beauté fragile de notre planète, assurer la continuité des écosystèmes et comprendre que même les plus grands et forts ne sont jamais à l'abri des bouleversements du monde naturel. En définitive, la leçon des sauropodes résonne encore aujourd'hui. La grandeur ne protège pas de la vulnérabilité. Mais ensemble, à l'image des troupeaux unis de ces majestueux dinosaures, nous pouvons faire face aux défis de notre époque et protéger le monde que nous partageons.